Bonjour à toutes et tous, je suis Didier Guignard, chercheur au CNRS, spécialiste de l'histoire contemporaine de l'Algérie, en particulier dans ses dimensions rurales et coloniales. Je suis ravi de vous présenter ici quelques pistes et propositions de lecture sur la thématique du concours 2026, S'engager en Algérie, 1830-1962. Une manière de se lancer dans cette thématique pourrait être de saisir ce qui pouvait motiver les masses rurales à contester l'ordre établi à partir de 1871. Lorsque la conquête de l'Algérie par la France est plutôt bien assise, après 40 ans d'offensives militaires et de répression de révoltes plus ou moins importantes. Mais c'est aussi une invitation à s'intéresser et à s'interroger sur ce qui pouvait dissuader fortement les ruraux à s'engager dans cette voie risquée, essayer de comprendre malgré tout selon quel processus et jusqu'à quel point cette partie importante de la population, jamais inférieure à 80% avant l'indépendance, a adhéré au mouvement national dans les années 1930-1940, puis insurrectionnel à partir de 1954-1955. En effet, le basculement des campagnes algériennes contre la domination française est un enjeu majeur, comme le montre ce graphique tiré de divers recensements entre 1886 et 1954. Bien que l'Algérie soit devenue une colonie d'implantation européenne au XIXe siècle, les Algériens sont restés très majoritaires dans le pays et leur nombre n'a cessé de croître, à la différence de celui des Européens, si l'on se réfère aux colonnes en vert clair comparées à celles en bleu clair. Or, il s'agit là d'une réalité surtout rurale et qui le demeure en dépit de l'amorce d'un exode rural, si l'on se réfère cette fois aux colonnes en vert et bleu foncé. Dans ce contexte, les raisons qui peuvent pousser ces masses autochtones à contester l'ordre établi ne manquent pas, en particulier en milieu rural. Une première motivation évidente est l'appropriation des terres, soit par le domaine de l'État, des départements ou des communes, dominés par les fonctionnaires ou élus de la minorité coloniale, soit par des particuliers européens, colons ou sociétés agricoles. L'avancée du cadastre au début du XXe siècle permet de mesurer l'ampleur de cette dépossession depuis 1830, avec une phase d'accélération depuis les années 1870. Elle est d'autant plus sévère que le processus affecte les terres les plus fertiles ou accessibles, ainsi que les forêts exploitables. Les secteurs les plus arrosés, non colorés en orange, correspondent généralement à des massifs montagneux. Certes, des propriétés cadastrées peuvent toujours appartenir à des Algériens. Le cas de ces quelques 2 millions d'hectares en vert foncé avec une étoile rouge. Mais le passage des géomètres entérine souvent des confiscations de terres aux ennemis de la France, je cite, des redéfinitions légales de la propriété facilitant l'annexion des biens par le domaine ou les collectivités locales, des concessions encore réservées aux colons, comme des transactions marchandes au profit d'acheteurs européens plus riches que la moyenne. Cela ne signifie pas que les Algériens n'ont plus du tout accès aux terres colorées en diverses nuances de bleu ici. Ils peuvent y travailler comme ouvriers agricoles, métayers ou fermiers locataires. Mais ils se retrouvent alors dans une situation de dépendance et de concurrence aggravée par la croissance démographique, les maigres salaires, le sous-emploi, lui-même amplifié par une mécanisation précoce sur ses propriétés. Enfin, ce qui caractérise des périmètres de colonisation, c'est le remplacement des cultures vivrières par des cultures d'exportation. Le cas avec la vie, mais aussi avec une partie importante de la production céréalière, arboricole ou maraîchère. Lorsque la crise économique affecte cette économie coloniale, dans les années 1930 par exemple, les patrons européens compressent davantage les salaires et réduisent l'emploi autant qu'ils le peuvent. Dans le même temps, les ouvriers algériens de l'industrie émigrés en France sont souvent renvoyés dans leur foyer au sud de la Méditerranée, comme le montre ici le solde migratoire négatif pour les périodes de crise. Les comportements d'exploiteurs sur les domaines européens de la colonie deviennent alors plus fréquents au moment même où la famine refait son apparition dans les campagnes les plus densément peuplées. Je vous laisse découvrir cet extrait des mémoires de Ramdan Bouchbouba, cadre nationaliste dans l'est de la Mitidja, c'est-à-dire la plaine d'Alger, dès les années 1940, et qui relate ici ses souvenirs d'enfant. Bien que l'historien se doit de rester critique, l'extrait me paraît suffisamment édifiant.
Les difficultés, violences et humiliations endurées viennent aussi de la conscience aiguë des autorités coloniales que le danger peut venir des campagnes, car le souvenir de l'insurrection de 71, de 1871, reste longtemps dans les mémoires. Pour empêcher la réédition d'un tel soulèvement, en complément de forces militaires imposantes, des instruments sont forgés très tôt pour maintenir dans l'obéissance une population nombreuse, avec un minimum de personnel civil, administrateurs français et auxiliaires algériens. C'est notamment l'instauration dans les années 1870-1880 d'un régime d'exception dit de l'indigénat, qui systématise des infractions et des peines spéciales à l'encontre des sujets autochtones et auxquels peut recourir le pouvoir administratif local sans procès ni procédure d'appel. Les Algériens citadins n'y échappent pas, même s'ils relèvent du pouvoir judiciaire. Mais il est important de noter ici, les extraits sélectionnés y invitent, qu'un grand nombre de ces infractions passibles de peine d'amende ou de prison visent en priorité les ruraux et leurs activités agro-pastorales. Il en va ainsi du ravitaillement exigé des agents de l'État, loin d'être toujours remboursé, numéro 8, du paiement des impôts, numéro 14, qui portait essentiellement à cette époque sur les récoltes et le croît du bétail, impôts arabes, puisque les colons en étaient exemptés, des réquisitions pour des prestations en nature, comme le transport de matériaux pour la construction ou l'entretien d'un chemin ou d'une route, ou bien encore la lutte contre les incendies ou les sauterelles. Infraction numéro 14, numéro 39. Cette lutte contre les incendies ou les sauterelles se faisait souvent sur des propriétés européennes ou domaniales, quand celle des simples félars restait sans défense. Certes, le régime de l'indigénat est réformé et disparaît progressivement entre les années 1910 et 1940, mais les pratiques associées demeurent le plus souvent. Le plus étonnant alors est peut-être que l'ordre colonial instauré fait de dépossession foncière, d'instauration d'une économie coloniale d'exportation et d'un régime spécial pour soumettre la population majoritaire ait pu se maintenir aussi longtemps, en gros, de 1871 à 1954. Il faut donc s'interroger sur les difficultés persistantes à franchir le Rubicon, c'est-à-dire à se révolter ouvertement et collectivement, en particulier dans les campagnes. Une première raison tient à la dissuasion militaire. Depuis la conquête et la répression de la dernière grande révolte de 1871, les Algériens savent de quoi l'armée française est capable. Elle peut être secondée en outre par des colons armés et par les sanctions très lourdes du pouvoir civil. C'est ainsi la responsabilité collective qui s'applique dans les mesures de séquestre des années 1870, affectant de nombreux innocents, avec souvent une dizaine d'années nécessaires pour que les populations affectées puissent racheter leurs biens au domaine quand ceux-ci ne sont pas définitivement confisqués ou livrés à la colonisation. Ajoutons que les Algériens en capacité de racheter puis d'exploiter des biens séquestrés ne sont pas toujours les anciens propriétaires ou locataires d'avant la révolte, ni même leurs descendants morts, déplacés de force ou ruinés. Or, l'empreinte mémorielle de cette répression est durable, sans cesse rappelée par les anciens aux plus jeunes, et plutôt pour canaliser leurs envies de révolte. Cet extrait des mémoires de Hosni Termet, cofondateur du FLN, va dans ce sens. Je vous le laisse le découvrir en appuyant sur pause si nécessaire. Au respect des aînés, des chefs de famille, de clans ou de tribus, s'ajoutent les impératifs de la subsistance au quotidien, la préservation des vies et des positions chèrement acquises, quand bien même ces positions ne sont pas très élevées dans l'ordre social. Je ne développerai ici qu'un exemple, extrait de mon dernier ouvrage, Une ferme en Algérie, paru aux éditions du CNRS en 2025. Sans être généralisable, le cas dont je vais vous parler n'a rien d'unique. Il est en lien avec un domaine colonial dont je retrace l'histoire dans le livre et qui se situe en Basse-Kabylie, à 70 km à l'est d'Alger. Cette ferme a été créée sur des terres confisquées à la suite de l'insurrection de 1871. C'est tout le périmètre en vert de la carte, l'emplacement du domaine étudié étant indiqué au centre. En croisant les sources écrites et les témoignages, je me suis intéressé aux trajectoires de familles algériennes et européennes en relation avec cette exploitation agricole. Or, le foyer de Septi Ben Ammar commence par s'en éloigner vers 1880.
puisqu'il est dépossédé de ses biens, contraint à s'exiler une vingtaine de kilomètres, suivez la flèche rouge, là où la famille trouve à s'employer au service d'autrui. Ce qui est remarquable cependant, c'est que 30 ans plus tard, à force de travail et d'épargne, des fils de ces petits sont en mesure d'acheter quelques parcelles en pente à proximité du foyer originel et en bordure du périmètre colonial. Un gros plan sur l'encadré rouge permet de mieux s'en rendre compte. Les achats de terre ayant lieu principalement dans les cercles représentés ici. Mais le patriarche Septi peut lui-même se faire enterrer là où il avait grandi. Ses investissements fonciers restent toutefois insuffisants pour assurer la subsistance de cette famille élargie. Des compléments de revenus sont alors recherchés dans le petit commerce de denrées agricoles, dans le placement de proches, si possible, au sein des fermes coloniales des environs, comme domestiques, ouvriers saisonniers ou permanents. Or, pour consolider ce genre d'emploi, des alliances matrimoniales sont indispensables avec d'autres familles algériennes, dont les principaux représentants occupent des postes de responsabilité. C'est le cas de Méziane au premier plan ici de la photo de gauche, chef de chantier dans la ferme étudiée, qui conduit la mariée descendante de Septi vers son époux issu d'un troisième lignage. Bien que le statut de petit propriétaire aide à conclure de telles alliances, il a fallu que les fils ou filles de ces petits, recrutés sur le domaine, montrent leurs compétences et leur valeur au travail, afin d'obtenir et de conserver un poste permanent, un logement sur place, généralement un simple gourbi à l'arrière de la ferme, avec la promesse de se faire enterrer à proximité parmi les siens. Or, ces familles encore modestes, après tous les efforts consentis et malgré les violences ou les humiliations endurées, ne sont pas forcément prêtes à tout sacrifier pour rejoindre un maquis dès 1945 ou dès 1954. C'est la torture et l'internement infligés à plusieurs de leurs membres pendant la guerre d'Algérie, pour complicité supposée dans l'assassinat de la gérante par le FLN, qui fait basculer ce lignage dans le combat indépendantiste. Ces membres deviennent alors des mousseb-bélines, c'est-à-dire des auxiliaires dévoués aux maquisards, pourvoyeurs de cash ou d'abris, de médicaments, de vêtements, de nourriture et d'argent, qu'ils prélèvent notamment auprès des Algériens de la commune. C'est ce que l'on appelle l'impôt révolutionnaire. Cet exemple est loin d'être unique. Des conditions et des degrés d'engagement anticolonial sont par conséquent observables, dans le monde rural algérien notamment, jusqu'à l'indépendance. Dans cet ouvrage dont je vais vous parler maintenant, récemment traduit en français, Neil McMaster s'intéresse aux conditions de la bascule très progressive dans le nationalisme à partir des années 1930-1940 des populations rurales de l'Ouarsenie et du Dahra, massifs montagneux, situés de part et d'autre de la vallée du Chélif, à quelques 150 à 200 km au sud-ouest d'Alger. Un gros plan sur la région enquêtée permet de mieux comprendre le découpage administratif de cette époque. Il montre surtout comment la colonisation a façonné ce territoire depuis le milieu du XIXe siècle. En jaune, des communes dites de plein exercice réunissent l'essentiel de la population européenne, qui a bénéficié de concessions de terre dans la vallée fertile du Chélif, laquelle a aussi été aménagée pour y développer l'irrigation, en relation notamment avec la culture des agrumes. Des périmètres de colonisation assurés en vert ont également été délimités sur certains plateaux des massifs montagneux alentours, dévolus à la céréaliculture sèche dans ce cas, mais les colons propriétaires préfèrent souvent vivre dans les bourgs ou petites villes de la vallée. Quelques familles algériennes ont bien résisté à tous ces bouleversements, voire en ont tiré profit en préservant ou en établissant leur notabilité. C'est le cas de grands propriétaires sur les terres de Piémont principalement, certains revendiquant en outre une ascendance chérifienne ou maraboutique qui les dote d'un véritable charisme religieux, susceptible d'attirer des foules de pèlerins sur les lieux de sépulture de leurs ancêtres. Mais l'essentiel de la population autochtone a été refoulé dans les montagnes, obligé de défricher de nouvelles parcelles moins productives tout en se voyant interdire les ressources d'immenses étendues forestières désormais domanialisées, avec la promptitude de gardes forestiers à verbaliser tout constat d'infraction. La coupure est cependant loin d'être totale entre ces immenses communes dites mixtes, véritables réserves indigènes, et les espaces colonisés.
Les montagnards peuvent en effet obtenir des contrats de métayage ou s'employer chez les colons comme chez les grands propriétaires algériens, trouver du travail dans les mines de fer ou de zinc de la région, faire des allers-retours dans la vallée les jours de marché, mais aussi pour contracter ou rembourser des prêts de semences ou d'argent. En outre, l'appauvrissement de beaucoup d'entre eux, du fait de l'épuisement des sols, de la croissance démographique et de la raréfaction consécutive de l'emploi, génère un début d'exode rural et l'émergence de bidonvilles à la périphérie des principaux centres urbains de la vallée dès les années 1930. Il en résulte une haine largement partagée de la colonisation. Elle ne se traduit pas pour autant par des mobilisations aisées en faveur de l'indépendance. Les fellahs, les métayers, les ouvriers agricoles peuvent être durablement attachés à une famille algérienne comme celle des Sayas d'Orléansville, dont les membres monopolisent les postes de caïd dans plusieurs douars, donnent accès à quelques 20 000 hectares de terre, sont donc aussi en capacité de fournir du travail ou des distributions de secours à leur imposante clientèle. Ils captent même à leur profit la croyance populaire en la sainteté du lignage, réputé descendre du pieux savant Sidi Mohamed Ben Ali, dont le sanctuaire attire de nombreux étudiants en religion, ainsi que des foules de pèlerins chaque année. Autrement dit, ces notables peuvent être perçus comme des relais du pouvoir colonial, mais aussi comme des amortisseurs contre ces excès. Si bien que les propagandistes de l'idée d'indépendance ont bien du mal à rallier les populations rurales dans les années 1920-1930. Ces militants peuvent être des oulémas réformistes, partisans d'un islam purifié, des émissaires du parti nationaliste de Messali Hadj, revenu d'émigration ou dépêchés depuis Alger, de petits propriétaires, cheminots ou mineurs syndiqués à proximité des bourgs, dont le profil ou le combat rejoignent plus ou moins ceux des communistes locaux, européens ou algériens. Mais si la greffe indépendantiste a plus de mal à prendre dans ses campagnes qu'en Kabylie ou dans le Constantinois, elle finit bien par avoir lieu, aussi incomplète soit-elle, dans les années 1940-1950. Plusieurs raisons à cela, nous explique Neil McMaster. La crise des années 1930 mine le pouvoir caïdal des grandes familles qui ont moins de ressources à distribuer. De même, des auxiliaires de l'armée française, des paysans ou commerçants enrichis leur disputent ces postes rémunérateurs et influents. Même comme leurs concurrents issus de grandes familles ou les autorités coloniales les empêchent souvent d'y accéder, ils reportent alors leurs ambitions sur des mandats électifs d'élus dans les djemmas de Douar, en rouge sur la carte pour rappel. Cela est possible depuis les réformes françaises de 1919 qui donnent à ces assemblées locales la possibilité de contester le pouvoir caïdal, ainsi que des prérogatives qui empiètent sur celles des auxiliaires de l'État, soit pour l'accès au parcours, la distribution de prêts ou de secours, la répartition de l'impôt, ou encore la décision de menus chantiers. Ces élus de Douar, comme les représentants syndicaux mieux implantés localement, vont alors contribuer à une politisation croissante des campagnes. Les aide paradoxalement dans cette conversion au nationalisme la répression de toute manifestation ou velléité d'insurrection en 1945, comme le trucage généralisé des élections de Djemma en 1947, voulu par le pouvoir français et donc opéré par les caïds. L'insuffisance et le détournement fréquent des secours en 1945, alors que la famine guette, ou encore après le terrible tremblement de terre de septembre 1954, qui détruit 40 000 gourbilles dans la région, permettent aussi aux indépendantistes de mieux occuper le terrain. Les maquis du FLN peuvent alors maintenir plus facilement leur emprise sur l'Ouarsenie et le Dahra pendant la guerre d'indépendance, malgré l'ampleur de la répression. Pour y parvenir cependant, les moudjahidines, qui ne sont pas toujours originaires de la région, sont obligés de composer avec les croyances locales, tenir compte, sont obligés de tenir compte aussi de la répugnance à toute réforme agraire, aux prélèvements excessifs en argent ou en nourriture sur une population souvent très pauvre, et que la présence d'un maquis expose aux représailles de l'armée française. En outre, la région n'échappe pas aux divisions sanglantes au sein du mouvement national entre le Front de libération nationale et le mouvement national algérien de Messali Hadj, comme aux engagements militaires possibles de ruraux du côté de la France. C'est en effet ici que le Bachaga Abou Alem se fait connaître, à la tête de harkis mobilisés par conviction pour nourrir leur famille,
éviter les représailles ou se venger d'exactions commises par les Moudjahidines. Tout cela contribue à brouiller, à complexifier la carte des engagements dans la région, à expliquer pourquoi, en dépit de ralliements fréquents au FLN, celui-ci plutôt, ne s'y sent pas tout à fait comme un poisson dans l'eau. Cela est d'autant plus vrai après le déplacement forcé de la population rurale dans les camps de regroupement, une politique appliquée à partir de 1957 dans le Dara et l'Ouarsenie, en affectant près de 80% de la population rurale. Une politique qui était appliquée depuis 1955 et jusqu'à 1961-62 à l'ensemble du pays. En conclusion, il ne fait aucun doute que les Algériens ruraux, dans leur diversité, ont massivement haï l'ordre colonial parce que la grande majorité d'entre eux le subissaient. De même, leur bascule dans le mouvement national puis en soutien à l'insurrection armée à partir de 1955 a été décisive. Je vous renvoie ici à l'article de Charles-Robert Ageron, facile à retrouver en ligne, sur l'importance de ce qui s'est passé le 20 août 1955 dans le Constantinois. Mais sur la longue durée, en particulier après la grande révolte de 1871, durement réprimée, les ruraux sont aussi restés très prudents face aux sollicitations extérieures, quelles qu'elles soient, soucieux de savoir quelle force était susceptible de les protéger au mieux, le plus durablement. Je vous remercie de votre attention.